Bonjour, bonjour à toutes et à tous. On va démarrer dans 15 secondes. Et puis, je laisserai, déjà merci d'être là, et je laisserai ensuite Alice se présenter et démarrer son sujet. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le chat. Et puis à la fin, si on a du temps, Alice va avoir le loisir de répondre. Sinon, la discussion continue sur les réseaux sociaux, sur le site Meetup, etc. Je pense que c'est bon. Alice, on est dans les temps. Je te laisse. The stage is yours. C'est parti. Bah écoutez, bonjour à tous. Merci d'être présent aujourd'hui. Alors, est-ce que vous voyez donc tout mon écran? Hop, je vais juste changer. On voyait ton écran. Ouais. Est-ce qu'ici, vous C'est bon. voyez? C'est bon. Super. Donc aujourd'hui, le sujet du jour, c'est la gouvernance de l'IA. Et je vous propose d'entrer directement dans le vif du sujet. Alors, peut-être d'abord, je me présente. Donc, moi, je suis Alice Pinault. Je suis avant-vente technique chez IBM France, donc côté technologie. Et mon sujet, c'est la gouvernance de l'IA. Alors, la gouvernance de l'IA, qu'est-ce qu'on entend par ça? Si on avait discuté ensemble il y a, on va dire, d'ici 5, 10 ans, on aurait dit que gouverner l'IA, c'était en fait une affaire des équipes de data science et que ça signifiait d'être en capacité de passer à l'échelle des modèles. Comment est-ce que dans mon entreprise, mon équipe de data scientist va passer d'un modèle en phase de développement, donc d'un besoin métier, à un modèle en production que les utilisateurs, les métiers vont pouvoir utiliser. Et ça, l'idée de cette capacité de passage à l'échelle, eh ben, elle devait se faire et elle doit se faire dans ce qu'on va appeler un cycle de vie qui va être défini, documenté, tracé et évalué. Évalué, pourquoi? Parce qu'en fait, il existe tout un tas de risques inhérents à tout modèle d'IA. Quand je parle des risques inhérents, ça va être par exemple le risque de biais systématique ou le risque d'explicabilité. Comment est-ce que moi, data scientist, je vais pouvoir expliquer la décision ou la prédiction qui a été faite par un de mes modèles d'IA? Et ce qui s'est passé, c'est que ces risques inhérents à l'IA, qui existaient donc depuis l'existence même de l'IA, eh bien, ces risques ont été amplifiés et agrégés par l'arrivée de l'IA générative. Quand je parle donc d'une agrégation ou d'une exagération de ces risques-là, en fait, on a vu apparaître de nouveaux risques, comme par exemple le risque de vol de propriété intellectuelle, ou alors le risque de ne pas pouvoir contrôler la génération qui est faite par l'IA en ayant des informations confidentielles, personnelles ou injurieuses qui soient transmises à l'utilisateur. Et donc, c'est cette amplification et cette agrégation des risques inhérents qui, en fait, ont mis en évidence les conséquences concrètes que peut avoir l'utilisation de l'IA pour les entreprises. Quand je parle de conséquences concrètes, ça va être, par exemple, une conséquence juridique. Par exemple, un procès si l'entreprise a mis en production une IA qui va biaiser systématiquement un certain groupe d'individus. Pour donner juste un exemple. Ça va être aussi, ça va pouvoir être réputationnel. Si moi, entreprise, je mets en place un chatbot pour mes clients ou pour mes assurés, pour mes patients, et que ce chatbot ne fonctionne pas correctement, eh bien à ce moment-là, ça va pouvoir nuire à ma réputation. Et sur le même principe, des risques opérationnels. Quand je vais vouloir créer un modèle d'IA, c'est pour répondre à un besoin métier, c'est donc pour optimiser un processus. S'il ne fonctionne pas correctement, eh bien, je vais avoir l'inverse, je vais plutôt perdre du ROI à la place d'en gagner. Et ce qui est intéressant, c'est que la législation de l'IA qui s'est mise en place ces dernières années et qui s'est accélérée, eh bien, elle reprend ce même prisme de risque. Avec, par exemple, en Europe, la promulgation de l'European AI Act, qui a donc été promulguée en août 2024 et qui va prendre 2 ans à se mettre en place complètement par cycle de 6 mois. La première, euh, la première deadline étant en février 2025, où toutes les entreprises auront dû recenser toutes les IA qu'elles ont en leur sein pour être sûres qu'elles n'aient pas d'IA caractérisée comme risque inacceptable. Et donc là, je reviens à ce même prisme de risque, c'est que l'EU AI Act va classer ce qu'on appelle les systèmes d'IA, donc en fait les cas d'usage un petit peu globaux, en 3 catégories.
les IA considérées comme étant inacceptables, c'est-à-dire que moi, en tant qu'entreprise, je vais ni pouvoir les créer, ni pouvoir les utiliser. Les IA caractérisées à très haut risque, je vais pouvoir les créer et je vais pouvoir les utiliser. Par contre, j'aurai un certain nombre de prérogatives que je vais devoir suivre. Et les IA à risque minimal. Et donc là, ici, la seule prérogative, le bon sens, c'est de bien dire à l'utilisateur qui va utiliser l'IA que c'est une IA qui lui parle ou qui lui a généré cette prédiction ou texte ou autre. Et donc, avec cette arrivée de l'IA générative et ces nouveaux enjeux, eh bien, là où on disait que gouverner l'IA, c'était une affaire de data scientist et une affaire de savoir passer à l'échelle, eh bien, aujourd'hui, on dit que gouverner l'IA, c'est aussi et surtout savoir gouverner ses risques. Et pour pouvoir gérer ces risques, eh bien, on va avoir besoin de nouveaux personas, donc nouveaux au monde de l'IA. D'abord, avec le besoin d'une responsabilité plus globale, avec, par exemple, ça peut être la création de nouveaux postes, d'un poste de Chief AI Officer, ou alors la création de sponsors IA qui vont à chaque fois être responsables d'un cas d'usage qui va vouloir être créé pour répondre à un besoin métier. Deuxième persona qui va apparaître, c'est le besoin d'avoir des personnes qui vont avoir l'expertise nécessaire pour à chaque fois évaluer les risques en termes, les exigences en termes de risque et de conformité de chaque cas d'usage. Et donc, là où gouverner l'IA, c'était une affaire data scientist, eh bien non, maintenant, ça va être une affaire de beaucoup de collaborateurs de l'IA. Et donc là, toute la question, ça va être de dire, d'accord, gouverner l'IA, je vais vouloir gouverner ces risques, mais le premier enjeu, c'était quand même le passage à l'échelle. Donc comment est-ce que je vais pouvoir continuer à faire en sorte que les IA que je crée et qui répondent à des besoins métiers continuent à passer en production de façon assez rapide et assez efficace, tout en gouvernant les risques de façon adéquate. Et donc là, tout l'enjeu, ça va donc être l'opérationnalisation de la gouvernance de l'IA. Cette opérationnalisation, elle va se faire grâce à des outils d'entreprise. Nous, ce qu'on va proposer, c'est notre outil WatsonX Gouvernance. L'idée de cet outil, ça va être de mimétiser tout ce qu'on va appeler votre AI Framework. Donc, c'est le deuxième pilier que vous voyez juste en dessous. Le AI Framework d'une entreprise, eh bien, ça va être toutes vos politiques, tous vos processus, toutes vos chartes qui font en sorte que qui disent en fait, voilà, moi en tant qu'entreprise, comment est-ce que je veux adresser les enjeux, les sujets de l'IA, les processus, comment est-ce que qui est-ce que je souhaite s'occupe de quelle partie dans mon cycle de vie et en faisant quelle étape. Troisième pilier, ça va être l'acculturation. C'est-à-dire qu'une fois que vous allez avoir l'outil qui va mimétiser votre AI Framework, eh bien, ça va être comment est-ce que vous allez embarquer tous les collaborateurs de l'IA à déjà suivre ces bonnes pratiques, à suivre ce cycle de vie, cette opérationnalisation que vous allez faire, mais aussi comment est-ce que vous allez acculturer les personnes qui vont utiliser de l'IA. Dire voilà, les bonnes pratiques, faire preuve de sens critique quand ils vont en utiliser certaines, etc. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat et Alain, je te laisse me remonter les questions s'il y en a. Pour l'instant, ça va. Je te dirai. Parfait. On va dire que c'est assez clair. Donc là, ce que je vous ai fait, c'est donc la vision un petit peu globale de ce qu'est la gouvernance de l'IA pour les entreprises et comment y répondre. Donc il y a là avec les trois piliers. Nous, aujourd'hui, avec notre solution WatsonX Gouvernance, on est considérés comme des leaders pour ce sujet de gouvernance de l'IA, mais aussi MLOps. Parce que, pourquoi est-ce qu'on est considéré leader? C'est parce que justement, on répond aux deux enjeux que je vous ai listés de façon complète et de bout en bout. On va adresser tout le cycle de vie de l'IA, donc toute la gouvernance de la phase de définition d'un cas d'usage à la mise en production des modèles et au pilotage de risque opérationnel qui vient derrière. Et côté MLOps, on va en fait aider également les data scientists à faire toutes les actions dont ils ont besoin pour pouvoir tracer leurs modèles, les évaluer et donc pour avoir vraiment une gouvernance de l'IA de bout en bout et en y répondant de façon très concrète pour les entreprises. Comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, on a une vision qui se décline en trois grands points. Premier point, ça va être aider les data scientists à gouverner leur cycle de vie. Donc, c'est-à-dire comment est-ce que je vais aider les data scientists à, tracer les modèles et deux, les évaluer. Deuxième grand pilier,
ça va être la gestion du risque. Ici, l'idée, ça va être de dire comment est-ce que pour chaque cas d'usage, je vais aider les personnes à évaluer les risques inhérents qui vont être associés à ce cas d'usage-là, mais aussi à quelle métrique critique est-ce que je vais associer chaque risque pour qu'il soit détectable. C'est-à-dire que quand je vais avoir un risque, je vais ajouter une métrique que mon data scientist va mettre en place dans ses évaluations périodiques. Et comme ça, dès que cette métrique sort de ce qu'on va appeler le seuil d'acceptabilité, eh bien, je vais avoir une alerte qui va être générée et qui va me permettre de faire ce qu'on va appeler un processus d'atténuation du risque. Et donc là, on est vraiment sur la clé de la gouvernance de l'IA qui va être le pilotage de risque opérationnel. Troisième grand pilier de notre vision, ça va être la conformité réglementaire. Comme je vous ai montré au début, il y a maintenant une vaste législation de l'IA qui s'est mise en place. Et donc, tout l'enjeu des entreprises, ça va être, pour chaque cas d'usage, savoir à quelle législation est-ce qu'ils vont devoir se conformer, mais aussi traduire ces législations en politique applicable, en obligation, pour que pour chaque cas d'usage, eh bien, les collaborateurs qui font le travail sur ce cas d'usage-là, eh bien, ils sachent exactement quelles obligations ils doivent se conformer et les actions à mettre en place. Et l'idée, c'est que tout ça, tout ce qu'on va proposer, eh bien, on va le faire de façon totalement ouverte. C'est-à-dire qu'on est agnostique. On va aller chercher les informations des modèles là où ils se trouvent. Aujourd'hui, les entreprises, elles ne sont pas sur un seul hyperscaler, sur un seul studio de développement. Elles ont de multiples usages sur multiples studios de développement. Et donc, l'idée, c'est que nous, on va aller chercher les informations là où elles se trouvent. Donc, dans un cas d'usage, vous allez pouvoir avoir un modèle qui tourne, par exemple, sur du Azure, sur du AWS, sur du GCP, sur votre propre studio de développement, mais aussi sur le nôtre, IBM watsonx.ai. Maintenant, donc ça c'est la vision globale, comment est-ce que l'on fait ça? Eh bien, on fait ça avec donc notre solution qui est IBM watsonx Gouvernance et qui se décline en 3 grands piliers. D'abord, les 2 premiers piliers pour aider les data scientists à gouverner le cycle de vie de leur modèle. Premier module, ça va être le module inventaire du modèle. L'idée ici, c'est qu'on va capturer automatiquement toutes les informations des modèles dans ce qu'on va appeler des fiches de renseignement IA. Et donc là, en fait, on va aider le data scientist à faire toute la partie d'audit, documentation et de traçabilité qui aujourd'hui est faite plutôt manuellement. Deuxième module, ça va être un composant de monitoring qu'on va appeler évaluation du modèle. Et donc là, l'idée, c'est qu'on va proposer aux data scientists des blocs de supervision standards avec des métriques standards en fonction du type de modèle qu'il va vouloir évaluer. On ne va pas évaluer un modèle de classification comme un modèle de génération de résumé de texte. En plus de ça, on va également proposer de superviser les transactions réelles du modèle. C'est bien de savoir que mon modèle fonctionne correctement sur mes données de test, sur les données que je lui mets par rapport à un dataset de référence. C'est mieux de pouvoir regarder exactement comment est-ce que le modèle a été utilisé par les métiers et est-ce qu'il y a des informations que je veux en extraire. Par exemple, la détection d'informations personnelles qui auraient été partagées ou d'informations injurieuses qui auraient été générées. Ça, c'est pour aider les data scientists donc à gouverner leur cycle de vie. En plus de ça, on va avoir 3 fonctionnalités qu'on va proposer en plus. Une première fonctionnalité que vous voyez tout en haut à droite, qui va être l'Evaluation Studio. Ici, l'idée, c'est qu'on va permettre, en fait, on va aider les data scientists à optimiser pour leurs modèles de GenAI, d'optimiser leur prompt, le LLM et les paramètres qu'ils vont créer pour pouvoir avoir ce modèle le plus optimal possible. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur proposer de créer beaucoup de modèles un petit peu dérivés en faisant varier en fait ces trois variables pour pouvoir voir quel LLM répond le mieux à ce usage-là, avec quel prompt et avec quels paramètres. Deuxième chose, c'est sur la robustesse. On va proposer en fait, d'attaquer votre modèle de façon totalement fictive et au moment du développement pour pouvoir voir si votre modèle est assez robuste par rapport aux attaques qu'il pourrait subir. Troisième chose, des garde-fous. Ce qu'on va proposer ici, c'est en fait une détection réelle d'informations en entrée et en sortie, qui pourrait soit, bloquer la génération de ce produire, ou alors,
performer une action. Par exemple, gommer toutes les informations personnelles si jamais elles sont détectées en entrée. Ça, c'est pour la partie des data scientists, voilà, donc vraiment pour les aider à faire leur travail. Troisième grand pilier, ce que vous voyez tout en bas, c'est la console de gouvernance. Donc là, l'idée de la console de gouvernance, c'est d'avoir en fait un vrai endroit pour piloter toute l'utilisation de l'IA dans l'entreprise, pour la recenser, la cataloguer, mais aussi c'est ici que toute l'opérationnalisation du cycle de vie de vos processus métiers dont je vous parlais juste avant va se produire. Et donc c'est ici que tous les collaborateurs de l'IA vont collaborer ensemble à l'aide de workflows. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que sur cette console de gouvernance, eh bien, on va aller plus loin en termes déjà de conformité. On va pouvoir s'abonner en fait à des cabinets pour avoir des événements réglementaires, avoir une mise à jour de tous les textes législatifs qui existent, mais aussi on va pouvoir faire une extension sur la partie sécurité. Beaucoup d'informations dans cette première présentation. Ce que je vous propose, c'est de voir comment est-ce que tout fonctionne à travers une assez courte démonstration et surtout une démonstration très simplifiée d'un cycle de vie de l'IA. L'idée, c'est qu'on va partir d'un besoin métier. En fait, on va suivre le même cycle de vie de l'IA assez global, c'est-à-dire qu'on va partir d'un besoin métier. Donc à ce moment-là, le métier qui aurait besoin d'optimiser un processus ou autre, eh bien, il va définir son besoin. Et ensuite, à partir de ce besoin métier, eh bien, on va créer un modèle d'IA qu'on va passer à plusieurs étapes. Normalement, on a une première étape de validation, puis de mise en pré-production, puis de mise en production. Ici, on va passer directement à la mise en production. Et on va voir comment est-ce que tous les collaborateurs de l'IA vont justement travailler ensemble pour pouvoir suivre ce cycle de vie tout en gouvernant le cas d'usage et les modèles au global. Première phase dans un cycle de vie, c'est la phase de définition. Comme je vous ai dit, un modèle d'IA part d'un besoin métier. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est que la personne qui va porter ce besoin, elle va aller directement dans la console de gouvernance, qui est donc ce que vous voyez juste devant vous. Donc là, moi, en tant que personne, je vais avoir une vue d'ensemble de l'IA qui est soit dans mon entreprise, soit dans mon département, en fonction des autorisations que je vais avoir, des vues que je vais pouvoir accéder. Dans cette console de gouvernance, je vais créer ce qu'on va appeler un cas d'usage. Le cas d'usage, c'est ce qui va donc porter le besoin qui est exprimé. Ici, on va partir d'un cas d'usage très simple. On va dire que je suis responsable du département RH de mon entreprise et que je souhaite optimiser la sélection des candidats à l'embauche. Pour ça, j'ai demandé à mes data scientists de me créer deux modèles. Un premier modèle de classification pour choisir quel candidat va accéder à un premier entretien et un deuxième modèle de génération de résumés de texte pour transmettre au manager un très court résumé du candidat qu'il va voir en entretien. Et donc, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai vraiment formalisé mon besoin dans la plateforme. L'idée, c'est qu'à la fin, et c'est ce que vous voyez donc tout en haut à droite, j'ai un petit bouton action, le bouton en haut à droite. Et ce bouton action, c'est ce qui va guider toute l'opérationnalisation de mon cycle de vie par des workflows. Donc là, le bouton action, si je clique dessus, il va me dire, OK, j'ai terminé la formalisation du besoin métier, on va pouvoir passer à l'étape suivante. Et donc l'étape suivante, ici, ça va être de dire aux personnes en charge de l'évaluation des risques et de conformité que c'est à elles d'aller sur le cas d'usage, de prendre connaissance du besoin qui a été exprimé pour pouvoir faire cette évaluation. Et donc là, on a vraiment ce concept de workflow qui va nous guider sur toute la plateforme. Donc, comme je vous ai dit, j'ai appuyé sur le bouton. Donc, la personne, le business analyst et le data scientist vont avoir une tâche comme quoi, maintenant, c'est à leur tour d'évaluer les exigences en termes de risque de mon cas d'usage. Pour faire ça, ils vont avoir accès à un questionnaire, qui est le questionnaire que vous voyez jusque-là, qui est le Risk Identification. Et donc là, l'idée, c'est que ensemble, donc business analyst et data scientist, on va répondre à tout un tas de questions. Première question, quel modèle d'IA est-ce qu'on va créer dans ce cas d'usage-là? Donc là, on va créer un modèle de classification et un modèle de génération de résumé texte. Deuxième question, est-ce que dans le modèle de génération de résumé texte, est-ce que le prompt va inclure du contenu qui a été généré par des humains?
Là, on est sur des CV. Normalement, ils ont été générés par les candidats eux-mêmes, donc je vais dire oui. Et je vais décrire le contenu qui est attendu. Donc là, par exemple, je vais avoir des informations personnelles, les dernières expériences, les compétences, etc. Deuxième question, est-ce que ce contenu va inclure des informations personnelles? Bah oui, dans un CV, il y en aura. Et donc, pareil, je vais décrire les différentes informations. Prénom, nom, adresse, âge, etc. Une fois que j'ai répondu à tout ce tas de questions, qui sont donc des questions dynamiques, en fonction de mes réponses, je vais avoir des questions qui vont apparaître, eh bien, on va démarrer ce qu'on va appeler le AI Assessment, donc en fait l'évaluation. Et là, ce qui va se passer, c'est que toutes les réponses que j'ai faites dans le questionnaire, eh bien, elles ont été mappées à des risques inhérents qui existent et qui seront ensuite listés comme ceci dans la partie risque. Et donc là, à chaque fois, ce sera nous, mais aussi le responsable risque, qui va à chaque fois revenir sur chacun de ces risques pour pouvoir dire si effectivement ce risque-là, dans le cas d'usage-là, c'est un risque que l'on va vouloir monitorer, et est-ce que pour nous, c'est un risque qui va être faible, moyen ou élevé. On ne le voit pas, mais cette évaluation, donc, elle va être faite directement, pareil, avec ce même concept de workflow dans la plateforme pour chacun de ces risques-là. Et en plus de ça, la personne en charge, elle va à chaque fois proposer des processus d'atténuation du risque. Donc, c'est-à-dire que si jamais ce risque apparaît, quel processus d'atténuation est-ce que je voudrais mettre en place? Et aussi une métrique critique, c'est-à-dire une métrique qui va me permettre de pouvoir identifier le risque quand il apparaît de façon opérationnelle. Là, le risque, c'est d'avoir de l'information personnelle qui soit générée dans le résumé. Parce que mon manager, il va avoir accès à un CV qui a été gommé de toute information personnelle du candidat. Et donc, à ce moment-là, je vais avoir un problème si dans le résumé qui a été généré par l'IA, eh bien, ces informations se trouvent. Et donc, moi, responsable risque, je dis que dans ce cas-là, c'est bien un risque pour mon cas d'usage, c'est un risque de catégorie moyenne. Et la métrique critique que je souhaite que mon data scientist mette en place, c'est une détection d'informations personnelles en sortie de mon modèle. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat si vous en avez. Ce sont des gros morceaux, donc je peux m'arrêter et réexpliquer des concepts. Là, Ça ce va que je pour vous le moment. propose, Je te dirai, je te toujours pas, dirai. parfait. Et donc là, le questionnaire tel que je vous l'ai montré, eh bien, il se base sur notre propre atlas de risque chez IBM qui s'appelle le IBM AI Risk Atlas. Donc c'est un atlas de risque qui est totalement en open source. Aujourd'hui, on a listé plus de 70 risques inhérents à l'IA dessus. Par contre, demain, si vous utilisez la solution et que vous avez fait votre propre atlas de risque, eh bien, vous allez pouvoir importer votre atlas de risque dans la plateforme et créer et personnaliser les questionnaires par rapport à votre propre atlas de risque. Aussi, vous allez pouvoir personnaliser les questionnaires en fonction du département impacté, en fonction du type de cas d'usage, etc. C'est quelque chose qui est très modulable comme toute la plateforme. Une fois cette évaluation de risque terminée, eh bien, je vais faire la même chose, mais pour la partie conformité. J'avance un petit peu. Donc, juste en dessous, conformité, eh bien, j'ai le même principe. D'abord, j'ai un questionnaire de ce qu'on appelle les Regulatory Applicability, qui est donc dans le principe identique au questionnaire que je viens de faire pour l'évaluation des risques inhérents. Ici, je vais évaluer sous quelle catégorie de risque est-ce que je me situe selon l'EU AI Act. Donc pareil, je vais avoir tout un tas de questions. À la fin, je vais démarrer l'évaluation et ensuite, on va me dire sous quelle catégorie de risque je me situe selon l'EU AI Act. Et donc là, je me situe sur une catégorie de risque élevée car je suis sur un cas d'usage de recrutement. Et donc, c'est stipulé dans l'EUAI Act que tout système d'IA lié au recrutement de personnes est considéré comme risque élevé. Et donc, ici, on ne voit pas, mais donc, je vais déjà avoir ce mandat, le mandat de l'EUAI Act, que je vais ajouter à ma plateforme. Et on est parti du principe que j'avais une filiale au Québec. Et donc à ce moment-là, j'ajoute également la bille canadienne sur l'IA auquel je vais également devoir me conformer.
Et donc l'idée ici, c'est que pour chacun de ces mandats, eh bien, vos équipes légales vont faire un travail. Elles vont en fait associer chacun de ces mandats et elles vont associer tout un tas d'obligations. Des obligations qui apparaîtraient juste à droite du mandat et qui diraient, vu que vous devez vous conformer à l'EU Act et que vous avez cette catégorie de risque-là, eh bien, voilà toutes les obligations que vous faites, toutes les tâches, tout ce que vous allez devoir faire pour que ce cas d'usage soit bien conforme à l'EU Act. Donc nous, de base, on propose les 12 plus grandes législations qui seront directement importées dans la console de gouvernance. Par contre, aujourd'hui, si vous souhaitez en fait avoir une vue d'ensemble de toute la législation de l'IA au niveau mondial directement importée dans la plateforme, mais aussi être averti dès qu'il y a un événement réglementaire, donc dès qu'il y a un changement dans un article, dans une législation, eh bien, on va proposer une extension des capacités de la plateforme en s'abonnant à un cabinet, à une source réglementaire. Par exemple, ces sources réglementaires, ça pourrait être IBM Promontory, Thomson Reuters, LexisVeil, voilà, ou autre. Et l'idée, c'est qu'une fois donc abonnées à ces sources réglementaires, eh bien, elles vont directement déjà donc, faire le scan des législations que vous souhaitez, mais aussi vous informer dès qu'il y a un changement ou événement réglementaire qui a lieu. Donc, par exemple, là, pour mon cas d'usage, je dois me conformer à l'EU AI Act. Si demain, j'ai un article, j'ai un changement qui est fait dans la législation, eh bien, je serai automatiquement notifiée directement dans la plateforme, comme quoi il y a eu changement réglementaire, et je saurai exactement tous les cas d'usage qui sont impactés par ce changement-là. Et la personne en charge de la conformité des cas d'usage va recevoir, elle, une tâche qui va dire, attention, il y a eu ce changement-là, il faut donc vérifier que le cas d'usage est toujours bien conforme aux exigences. Est-ce que moi, je peux te poser une question, Alice? Pose-moi une question. Alors, est-ce qu'on peut se connecter à plusieurs sources réglementaires? Oui, rien n'empêche de se connecter à plusieurs sources réglementaires. D'accord. Deuxième question, si je fais partie d'une boîte multinationale et que je dois suivre des règles, par exemple en France, mais en même temps, je dois suivre des règles, je sais pas, aux États-Unis. Mhm. Est-ce possible? Bien sûr. Ok, parfait. Merci. Très, très bonne question. Donc là, l'idée, c'est qu'on a fait toute la partie définition du cas d'usage. J'ai passé des étapes parce que, oui, concrètement, ça pourrait être beaucoup plus complexe que ça. On pourrait, comme tu le dis, voilà, avoir plusieurs mandats, plusieurs législations et donc plusieurs approbations qu'on devrait faire. Et donc, l'idée, c'est que on va vraiment choisir toute la partie définition. Qu'est-ce qu'on souhaite faire? Ici, vu qu'on est sur un cas d'usage très basique, on a dit que le cas d'usage, je veux juste qu'il soit bien formalisé, que j'ai fait l'évaluation des risques et l'évaluation de la conformité. Ces choses faites, j'ai approuvé mon cas d'usage et à partir de cette approbation, eh bien, je vais dire à mon data scientist qu'on peut partir, on peut commencer à développer les modèles pour répondre aux besoins métiers. Mon data scientist, il va aller dans son studio de développement. Donc ici, c'est watsonx.ai, mais ça pourrait être, comme je vous ai dit, Azure, GCP, AWS, ou alors un studio de conception interne. Et donc, il va devoir créer ces deux modèles, le modèle de classification et le modèle de génération de résumé de texte. L'idée, c'est que on va donc aider le data scientist à déjà, dans cette phase de développement, à choisir plutôt créer le bon modèle d'IA. Ici, ce que je voulais vous montrer, c'est l'Evaluation Studio. Donc, c'est donc que je vous ai parlé, c'est une des fonctionnalités en plus dont je vous ai parlé en introduction. L'idée de l'Evaluation Studio, c'est que le data scientist va pouvoir comparer en fait plusieurs modèles d'IA qu'il va créer sur une même vue et sur les mêmes métriques. Donc, fait, sur la même base. Si je vais directement dans l'idée, c'est qu'un modèle d'IA, c'est fait de trois choses. C'est fait d'un prompt auquel on associe un LLM, auquel on associe des paramètres. Par exemple, la variabilité, quelle créativité est-ce que je laisse à mon modèle. Et donc, moi, data scientist, pour répondre à un besoin métier, eh bien, je vais devoir faire varier ces trois paramètres pour voir quel LLM répond le mieux à mon besoin, avec quel prompt, associé à quelle variabilité, quels paramètres est-ce que j'associe.
Et donc, pour aider à faire ces changements et à optimiser le prompt, eh bien, Data Scientist, il va pouvoir créer plusieurs modèles en faisant varier donc une de ces variables. Ici, on fait juste varier le LLM. Donc là, on prend bien les 4 euh, modèles d'IA que je viens de créer avec le même prompt, les mêmes paramètres, mais où j'ai fait varier le LLM utilisé, le modèle de fondation utilisé. Et je vais tous les évaluer en même temps en utilisant le même dataset de référence. Donc, c'est-à-dire la génération parfaite que je voudrais que mon modèle fasse par rapport à une entrée commune. Et donc, je vais pouvoir voir directement tous les résultats de mes modèles, d'abord sur la qualité de la génération qui a été faite, donc c'est-à-dire la véracité et la pertinence du résumé par rapport à l'entrée et à la tâche qu'il devait faire, mais aussi par rapport, par exemple, si je prends la métrique rouge, à la similarité sémantique de à quel point est-ce que mon modèle généré ressemble à mon modèle parfait que j'aimerais dans mes espérances les plus folles qu'il me fasse. Et donc, à partir de cette vue, eh bien, je vais pouvoir dire, ah bah effectivement, ça marche mieux ici avec le LLM Granite ou alors avec le LLM Flan. Et je vais faire ensuite la même chose pour la partie prompt et pour la partie paramètres. Donc, première chose, pour m'aider, moi, Data Scientist, à optimiser mon prompt. Deuxième chose, c'est que moi, Data Scientist, je ne souhaite pas que le modèle soit le plus optimal et réponde au mieux à l'exigence du besoin qui a été exprimé, mais je vais aussi vouloir que mon modèle soit robuste. C'est-à-dire qu'il ne puisse pas, ou en tout cas le moins possible, qu'il soit le plus robuste possible contre ce qu'on va appeler des attaques euh, adversaires. Les attaques, aujourd'hui, on en liste deux principales dans le monde de l'IA. On a la première attaque qui va être prompt leakage. C'est quand on va essayer de faire dire au modèle comment est-ce qu'il a été créé. C'est-à-dire de récupérer le prompt, donc l'instruction de création du modèle. Deuxième type d'attaque, ça va être le prompt injection. À ce moment-là, c'est quand la personne malveillante va vouloir utiliser le modèle à d'autres fins que ce pour quoi il a été créé. Et donc, on va comprendre que c'est assez délicat. Par exemple, un prompt leakage, si je prends l'exemple de cas d'usage de credit scoring, je ne suis pas sûre que les sociétés d'assurance voudraient que l'on sache exactement quelle variable est-ce qu'elles utilisent pour dire si oui ou non un candidat va pouvoir avoir son crédit ou non. Pour le prompt injection, on peut également comprendre, ici je fais un résumé donc, de génération de résumé texte, eh bien je ne vais pas vouloir que la personne l'utilise pour avoir des informations sur d'autres candidats auxquels elle ne devrait pas avoir accès. Et donc, pour pouvoir minimiser au maximum, en tout cas que voir si mon modèle est robuste contre ces attaques, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer des attaques de tests, disons de tests, des batteries de tests, et on va voir à quel point est-ce que le modèle ne va pas communiquer d'informations confidentielles ou ignorer totalement ces instructions pour faire autre chose que ce pourquoi on l'a créé. Et donc, les batteries de tests, eh bien, on va les faire à travers trois catégories. Catégorie basique. Donc là, en fait, on va essayer de faire dire au modèle des choses qu'il ne devrait pas dire de façon assez basique, avec des instructions très basiques. Ensuite, des batteries de tests plus intermédiaires. À ce moment-là, on va essayer de manipuler le modèle en essayant de sympathiser avec lui, en essayant de contourner la façon dont il est habitué à ce qu'on lui parle. Et troisième chose, de façon plus avancée, en ajoutant en fait des encodings ou alors des caractères, des balises un petit peu partout dans mon texte pour qu'il pense que eh bien, ce qu'on lui dit fait partie de son instruction initiale et n'est pas juste l'utilisateur qui lui pose une question ou lui fait sa demande. Evaluations are scored. Ah mince, il y a le son. Et donc l'idée, c'est qu'on va faire ça directement par des prompts. Et en fait, on va après avoir un score global de adversarial robustness qui va nous dire si oui ou non mon prompt, enfin le modèle que j'ai créé est plutôt robuste. Et s'il ne l'est pas, comme ici, eh bien, je vais avoir des recommandations. Par exemple,
dites bien dans l'instruction, ajoutez des phrases au modèle en lui disant surtout reste bien dans ton sujet, ne divague pas, ne partage pas d'informations personnelles ou autres. Donc ça va être pour les attaques de prompt injection, donc les attaques malveillantes quand on veut faire dire autre chose à mon modèle. Et je vais faire la même chose pour la partie de prompt leakage, donc les attaques qui visent à récupérer l'information du prompt de mon modèle, comment est-ce que mon modèle a été créé. Et ici, ce que je vais faire, c'est que je vais comparer en fait la similarité sémantique entre ce que mon modèle dit, comme quoi, voilà comment est-ce que j'ai été créé, voilà mon instruction, et l'instruction réelle. Et donc à ce moment-là, je vais voir si quand je demande à un modèle, tiens, dis-moi comment est-ce que tu as été créé, s'il donne vraiment les vraies informations ou non. Et donc là, à ce moment-là, on peut voir que le score est assez haut. Donc sur ce plan-là, je n'ai pas besoin, moi, data scientist, de retravailler mon prompt. Une fois ces deux choses faites, moi, data scientist, normalement, j'ai créé un modèle qui tient la route parce que, un, il répond aux besoins métiers et deux, il est plutôt robuste contre des attaques malveillantes. Troisième chose que je vais faire, moi, data scientist, c'est que je vais mettre en place des garde-fous. Donc là, on est vraiment sur une ligne de défense supplémentaire. On ne va pas toucher au modèle en lui-même. Par contre, on va ajouter une couche supplémentaire qui va pouvoir empêcher ou alors flouter des informations de la réponse qui va être générée en temps réel. Je m'explique. Les garde-fous, on va pouvoir les faire sur plusieurs métriques. Le garde-fou le plus simple à comprendre, ça va être le garde-fou qui va détecter et empêcher la génération d'informations personnelles. C'est-à-dire qu'on va lui dire, par exemple, en entrée, je n'accepte pas que l'utilisateur partage des informations personnelles. Donc, à partir du moment où il va détecter une information personnelle qui a été partagée par l'utilisateur, eh bien, il va empêcher toute génération. Pareil en sortie. Si jamais, avant d'envoyer la réponse, eh bien, il scanne que la réponse qu'il va générer, il y a une information personnelle dedans, eh bien, on va l'empêcher ou la flouter. Et donc là, c'est ce qu'on va voir. Donc là, j'ai créé un modèle d'IA auquel j'ai ajouté les garde-fous, et notamment le garde-fou sur la détection d'informations personnelles en sortie. Et donc là, moi, utilisateur, eh bien, je vais poser une question. Je vais dire qui est le ministre de l'Agriculture et quel est son numéro de téléphone. Et à ce moment-là, je peux voir que mon garde-fou a détecté des informations personnelles et que donc, il a empêché la génération de se produire. Et donc, ce qu'il a fait, c'est que quand il répond, il va dire que le ministre de l'Agriculture, c'est Tom Vilsack. Il peut communiquer son nom parce que je ne les ai pas comptés comme information à bannir. Par contre, son numéro de téléphone, il dit bien qu'il ne peut pas partager son information personnelle, qui est son numéro de téléphone. Donc, à ce moment-là, moi, data scientist, j'ai fait ce que je devais faire. J'ai donc créé un modèle de classification de résumé pour un premier entretien et un modèle de génération de résumé texte à chaque fois, donc en trouvant le modèle qui est le plus optimum, en évaluant s'il est bien robuste et en ajoutant des garde-fous qui, en temps réel, vont pouvoir bloquer la génération d'informations que je ne souhaite pas qui soient partagées par des utilisateurs en production. Dernière chose que What's par gouvernance va faire pour aider les data scientists, c'est cette fiche de renseignement automatisée. Automatiquement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va capturer toutes les métadonnées de mon modèle. Dans cette fiche de renseignement, je vais retrouver par exemple quel LLM est-ce que j'ai utilisé. Ici, c'est Flan. Avec quelle instruction est-ce que je lui ai associé et quels paramètres. Donc le paramètre ici, ce serait input, donc ce serait les CV qu'à chaque fois, on va lui donner. Et donc, quels paramètres, quelle variabilité, quelle créativité est-ce que j'ai laissé à mon modèle? Et ensuite, j'ai une vue directe de la traçabilité de celui-ci. Où est-ce qu'il a été mis en espace de développement, puis en espace de pré-production, puis en espace de production. Enfin, moi, data scientist, je suis encore dans la phase de développement. Ce que je vais faire, c'est que je vais inscrire ce modèle dont je suis satisfaite dans le cas d'usage plus global qui a été créé dans la console de gouvernance. Et donc, le cas d'usage que j'ai créé, c'est donc le Job Applicant Screening. Et à partir du moment où, en fait, juste avec un petit bouton, j'ai dit track le modèle dans le cas d'usage global, eh bien, toutes les informations que moi, j'ai fait en tant que data scientist, elles sont remontées automatiquement dans la console de gouvernance.
C'est-à-dire que le responsable du cas d'usage, qui n'est lui pas technique, qui n'est lui pas data scientist, eh bien, il va avoir toutes les informations des différents modèles qui ont été inscrits dans le cas d'usage, mais et donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire un RACI. Par exemple, ici, on a fait le RACI des parties prenantes du modèle, qui est responsable de quoi. Mais il va pouvoir voir tous les déploiements. Donc, ici, par exemple, le déploiement qui était fait en pré-production, toujours avec une collecte d'informations qui est faite une partie de façon automatique, une autre partie de façon manuelle, et toutes les métriques, donc toute l'évaluation qui a été faite de mon modèle. Et donc là, le responsable du cas d'usage, le responsable du modèle fonctionnel, va pouvoir avoir sur sa console fonctionnelle une vue des différentes métriques qui ont été mises en place pour évaluer le modèle et également leur statut. Si elles sont en vert, donc c'est-à-dire en seuil acceptable, ou alors en rouge avec des données qui sortent du seuil qu'on va accepter pour pouvoir être bien sûr que le modèle fonctionne correctement. Et donc là, l'idée, c'est que grâce à toute cette remontée d'informations, eh bien moi, responsable fonctionnel, je vais pouvoir dire si, oui ou non, j'approuve ce modèle pour la phase d'après. Et donc là, vu qu'on est sur un cas très simplifié, la phase d'après, ça va être la mise en production. Et donc là, c'est ce que je fais. Je vais donc approuver le modèle pour mise en production. Et moi, data scientist, je vais donc promouvoir ce modèle dans un espace de, euh, de prod, dans mon studio de développement. Et je vais ensuite mettre en place tout le monitoring périodique. C'est-à-dire que automatiquement et de façon périodique, eh bien, je vais évaluer mon modèle pour être bien sûr qu'il continue à fonctionner correctement, tel que moi je le souhaite, mais aussi je vais le superviser. Et ça, je vais le faire avec justement les blocs de supervision standard dont je vous ai parlé juste avant. Donc ici, pour un modèle de génération de résumé texte, mes blocs de supervision standard, je vais regarder si mon modèle dérive avec le temps et je vais regarder la qualité du texte qui a été généré. Ce qui est important à retenir, c'est que, comme je vous ai dit, on ne va pas évaluer un modèle, par exemple, de classification, de machine learning, comme un modèle de génération de résumé de texte. Et donc, aujourd'hui, là, je vous ai mis tous les blocs de supervision qu'on va proposer directement dans la plateforme, donc en standard. Et ce qu'il faut garder en tête, c'est que moi, data scientist, si je vais vouloir modifier des métriques, si je vais vouloir en ajouter d'autres, ajouter un autre bloc de façon totalement custom, en allant chercher des informations, des métriques qui existent, par exemple, sur Hugging Face, je vais totalement pouvoir le faire. C'est totalement personnalisable. Et ce qu'on va proposer ici, c'est une combinaison. Il y a certaines métriques qui sont totalement en open source, par exemple la métrique rouge, la métrique bleue, qu'on va retrouver sur Hugging Face, et d'autres métriques, comme par exemple la détection d'informations personnelles, ou alors les métriques qu'on va proposer pour le RAC, qui sont là des métriques qui nous appartiennent, nous, IBM, qui ont été développées par IBM Research, et qu'on va donc proposer, nous, de façon unique dans la plateforme. Et donc, c'est le cas pour les métriques CRAG, où on va à chaque fois calculer la qualité de la réponse qui a été générée en fonction de la véracité et de la pertinence de la réponse par rapport à son contexte et à la question qui a été donnée. Et donc, j'étais passée un petit peu trop vite, mais dans le stade de supervision, c'est-à-dire quand on a regardé, quand on a supervisé de façon quand on a supervisé les transactions réelles qui sont déroulées sur mon modèle, eh bien, j'ai eu une alerte qui a été détectée et qui a été détectée sur la métrique de détection d'informations personnelles en sortie. Et cette détection, elle est faite à la fois sur le composant de monitoring, donc pour que le data scientist puisse en avoir la vue, mais elle est aussi remontée de façon automatique dans la console fonctionnelle plus globale, qui est la console de gouvernance. Et donc là, je vois bien la métrique d'output data PII métrique qui est détectée comme étant rouge. Et quand je clique dessus, elle est bien associée au risque, parce que c'est la métrique critique du risque d'avoir une information personnelle en sortie du modèle. Et donc à ce moment-là, la personne responsable du risque, qui est ici le démo user, il va pouvoir, et donc il va être informé de la détection de ce risque-là, de cette métrique-là qui est associée à ce risque-là. Et donc, il va créer d'abord un problème, c'est-à-dire il va en fait dire exactement ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que cette métrique a été mise en rouge, et ensuite va arriver un processus d'investigation. Si on va regarder quelle est la cause du problème. Est-ce que la cause du problème, c'est mon modèle?
Et à ce moment-là, j'ai demandé à mes data scientists de me faire une deuxième version du modèle en ajoutant par exemple des garde-fous supplémentaires ou en changeant l'instruction. Ou alors, est-ce que le problème vient avant dans la chaîne? Est-ce qu'elle vient sur la partie d'anonymisation de mes données ou autre chose? Et une fois cette phase d'investigation faite, ou en même temps qu'elle est faite, eh bien, je vais mettre en place un contrôle de réduction. Donc, le contrôle de réduction, comme je viens de vous dire, ça peut être de dire au data scientist, il me faut une deuxième version du modèle, ou alors ça va être, de façon très simple, juste d'avertir la personne en question, l'utilisateur qui a eu la génération euh, mauvaise avec partage d'informations personnelles, qu'elle n'aurait pas dû avoir cette génération et donc de faire preuve de sens critique. Et là, on est vraiment sur la grande partie qu'on va proposer, enfin, une des grandes parties avec cette console de gouvernance, c'est que à la fois d'avoir ce pilotage globalisé de l'IA, d'avoir une vue vraiment de l'IA sur l'entreprise et de pouvoir guider tout le cycle de vie de l'IA, eh bien, on a vraiment un pilotage de risque de façon opérationnelle, c'est-à-dire que quand un risque est détectable, euh, quand mon modèle est dans l'applicatif et utilisé par les métiers, et les personnes en charge vont pouvoir mettre en place des processus adéquats. Donc, une supervision humaine. Dernière chose, et là je vous aurais vraiment donné énormément d'informations, peut-être beaucoup trop, mais vous aurez vraiment une vue d'ensemble, c'est que ici, je vous ai parlé vraiment des risques inhérents au modèle d'IA. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une extension qui est possible pour agrandir déjà ces risques inhérents, ne pas s'arrêter aux risques inhérents des modèles d'IA, donc d'explicabilité, de biais, de génération d'informations injurieuses, personnelles ou autres, mais et donc d'ajouter tous les risques de sécurité de vulnérabilité qui sont également possibles dans les modèles d'IA, pareil dans la même console de gouvernance. Et aussi en découvrant tout ce qui va être tout ce qu'on va appeler shadow AI. Donc, c'est-à-dire si vos data scientists font des déploiements, s'ils créent des modèles en dehors des clous que justement l'on pose avec ce processus de la console de gouvernance. C'est-à-dire que vous allez scanner en fait tous les espaces de développement de vos équipes de data science et dès qu'un déploiement ou qu'un modèle va être détecté dans cet espace-là et qu'on n'aura pas son équivalent dans la console, eh bien, ça va générer une alerte en disant attention, on a vu un modèle qui ne fait pas partie de notre catalogue et qui a été déployé ou qui a été créé, il faut le remettre dans les bons clous pour pouvoir le gouverner. Et donc à ce moment-là, on a parcouru ensemble tout un cycle de vie de l'IA de façon très très simplifiée. Donc de sa phase de définition, on commence avec la console de gouvernance, puis sa phase de développement, où là, le data scientist va s'appuyer de la fiche de renseignement automatisée, de notre composant de monitoring, mais aussi des autres composants que je vous ai montrés qui va l'aider en fait à créer ces modèles, jusqu'à la phase de production, où une alerte est détectée et où vu que cette alerte détectée est reliée à un risque, eh bien, on va pouvoir mettre en place un processus de remédiation avec un processus qui va par exemple être de dire on revient au développement pour une deuxième version améliorée de mon modèle. Est-ce que vous avez des questions, des remarques? Non, pas vraiment de questions dans le chat. Petite question de ma part. Bonjour. Désolé, j'ai rejoint un peu le meeting. Un peu en cours, mais désolé. Oui, j'aimerais bien peut-être. Donc, super, merci en tout cas pour cette présentation extrêmement claire. Je voulais avoir un peu plus peut-être de cas concrets aujourd'hui, c'est-à-dire par rapport au cycle de vie dont tu parlais, Alice. Est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez un peu une timeline en fait sur les projets sur lesquels vous travaillez en France? Moi, je suis basé en Belgique, donc, mais en Belgique, on commence à avoir des cas de production en AI. Donc, on quitte un peu le modèle purement POC, MVP, mais on arrive petit à petit à faire des mises en production, mais ça reste encore extrêmement, évidemment, c'est toujours le début. Donc, je ne sais pas quelle est un peu la situation ou s'il y a une certaine vision par rapport à ce qui se passe aujourd'hui en France et si l'adoption, elle est aussi rapide, évidemment, que chez nous en Belgique. Voilà, donc Oui. juste pour donner un petit peu le contexte
sur les projets dans lesquels je travaille. Je suis surtout dans le domaine financier, donc financial services, Alors, qui est oui. le domaine dans lequel je travaille. Alors, il y a plusieurs réponses à cette question. En fait, au tout début, j'ai expliqué les deux grands enjeux. Aujourd'hui, les deux grands enjeux de la gouvernance de l'IA, c'est un, le passage à l'échelle, et deux, gouverner les risques. Et donc, toute l'idée, c'est comment opérationnaliser la gestion des risques et de tout le cycle de vie pour pouvoir gérer ces risques, mais en n'entravant pas et en aidant même quand même le passage à l'échelle. Donc, parce que les modèles d'IA, on veut qu'ils arrivent en production comme vous l'avez dit. Donc c'est ici, nous, c'est ça toute la force de la proposition qu'on fait avec cet outil, c'est d'opérationnaliser tout le cycle pour que ça se fasse le plus rapidement possible. Après, il n'y a pas vraiment de timeline dans le sens que, en Non. fonction des cas d'usage, va y avoir des problématiques qui vont être très diverses. Les évaluations, par exemple, si on est sur une évaluation, enfin un cas d'usage très simple avec très peu de risques, pas vraiment d'obligations législatives auxquelles on doit se conformer et un modèle assez basique pour le data scientist de faire, ça va être très très simple. Là, pour un cas d'usage plus complexe, ça va être beaucoup plus simple. Pour la deuxième partie, sur la question sur l'adoption, eh bien, justement, en fait, l'adoption, va être très différente en fonction de la maturité de l'entreprise sur l'IA aujourd'hui. Si je prends l'exemple, comme vous m'avez dit que vous étiez sur le département financier, aujourd'hui, les nouveaux personas, que j'avais parlé des nouveaux personas, par exemple, qui vont devoir à chaque fois évaluer les exigences en termes de risque et de conformité de chaque cas d'usage, eh bien, dans le monde financier, c'est quelque chose qu'ils connaissent déjà parce qu'ils sont justement déjà très sensibles à cette notion de risque, à cette notion de conformité. Tout à fait. Donc, c'est quelque chose qui sera plus facile pour eux d'adopter et qui sont d'ailleurs très en avance de phase sur ces questions de gouvernance de l'IA. Là où pour d'autres, c'est plutôt dans l'industrie, eh bien, c'est des nouveaux concepts à prendre en compte et donc il faut aussi créer les bons rôles et les acculturer, etc. Oui. C'était aussi une question par rapport justement à ce modèle de gouvernance aujourd'hui, quels étaient un peu, parce qu'il y a beaucoup de personas en fait qui interviennent évidemment dans ce modèle de gouvernance. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est de voir pour la partie build et puis pour la partie run entre guillemets comment on peut optimiser, je dirais, l'utilisation des ressources et à la fois externes et internes, parce que évidemment le but est de pouvoir peut-être passer d'un modèle externe à un modèle interne, et comment peut se faire un modèle de transfert en fait de compétences ou de connaissances à partir d'un modèle qui a été développé en externe par un partenaire comme un Cognizant, un Capgemini ou un Accenture qui travaille sur ce type de projet. Donc, et comment peut-on intégrer aussi d'autres composantes parce qu'évidemment aujourd'hui il y a Watsonix, mais on sait qu'il y a aussi évidemment les autres LLM qui sont et les autres modèles qui sont aujourd'hui poussés sur le marché comme Mistral AI, et on l'entend beaucoup évidemment dans le monde bancaire en Belgique aussi. Donc et donc voilà, donc c'est de voir aujourd'hui est-ce que votre framework est relativement ouvert ou est-ce qu'il est vraiment limité vraiment à Watsonix? Non, il est totalement ouvert. Et ça, c'est Ok, une de nos forces, c'est qu'on va chercher les informations des modèles là où ils se trouvent. Donc, dans un même cas d'usage, ok, vous allez pouvoir avoir les informations d'un modèle qui run sur Azure, sur AWS, sur GCP, chez vous, chez nous, voilà, à l'aide de connecteurs automatisés. Et, ok. euh, et donc, oui, peut-être que vous avez raté donc, toute cette première partie. Ouais, je suis Et vraiment c'est pour désolé, ça j'ai aussi loupé qu'aujourd'hui, le plus. on est reconnu comme leader Mille sur ce excuses. sujet de gouvernance de l'IA et de MLOps. Parce que tout ce qu'on va proposer, c'est vraiment, ça va pour être une base standard. Parce qu'aujourd'hui, les entreprises, justement, elles ne sont pas chez une personne, chez un studio de développement, elles sont vraiment multiples. Elles ont beaucoup d'usages différents et donc elles ont beaucoup aussi de solutions différentes. Et donc, on répond vraiment à ce besoin de façon complète. Et pour revenir à votre premier point, c'est que gouvernance de l'IA, pour nous, il y a trois grands piliers, qui sont ces trois grands piliers. Nous, on offre l'outillage qui va en fait mimétiser le AI framework des entreprises. Et donc, par exemple, dans ce AI framework, c'est ce que vous disiez, ça va être moi, entreprise, quel rôle est-ce que je crée pour faire quoi, dans quel ordre, etc. Et ça, c'est quelque chose aussi qui va être beaucoup aidé par les partenaires et les cabinets de consulting pour apporter en fait justement cette connaissance et aider les entreprises à former ce AI framework. Mais ce AI framework, aujourd'hui, c'est clair il est déjà développé en fait par les gros partenaires, hein, je pense. Mm. Effectivement, Cognizant a son Neuro AI framework qui existe
Je pense qu'Accenture et Cap ou d'autres gros intégrateurs l'ont aussi. Donc, il faut voir quelle est la valeur ajoutée ou l'overlap qu'il y a entre les deux frameworks. Ce serait intéressant de comparer pour voir effectivement quelle est la valeur ajoutée de l'un par rapport à l'autre, pour qu'on puisse nous aussi un peu aider les clients dans ce sens, quoi. Donc, parce qu'ils nous posent la question, évidemment. Ils nous Ouais. disent, ben voilà, aujourd'hui, il manque un modèle de gouvernance. Ben on leur dit, voilà, on sait que chez vous, il y a ce modèle qui existe. Et dans le domaine bancaire, on sait bien que IBM est bien implanté. Donc c'est plus facile de pouvoir utiliser votre modèle à vous que de venir avec un modèle développé par Microsoft, bien sûr. Donc, mais bon, voilà, ça reste évidemment toujours une discussion assez ouverte avec les clients sur le choix, évidemment, du framework. Voilà, voilà. C'était juste Super. pour donner un petit peu de Bah, mais- feedback, mais en tout cas, non, mais merci super beaucoup. intéressant. Super intéressant et très dictatique. Donc c'est bien si effectivement on peut l'avoir en replay. Je pourrais pouvoir le montrer Oui, vous aussi l'aurez, Oui, à oui, c'est certaines personnes. enregistré. c'est Et puis, Ok, enregistré. c'est génial. Je posterai la vidéo et je posterai le lien vers la vidéo sur différents canaux, notamment sur le site Meetup et Ok, certainement sur LinkedIn aussi. ok, et vous super. avez nos coordonnées, à moi et à Alain, donc Oui, n'hésitez pas également aussi à revenir vers nous ou à nous poser plus de questions. ça va, c'est super. Merci beaucoup. Oui, il y a moyen, bon, au-delà de la présentation, donc il y a un site, enfin, ou une adresse URL qu'on peut utiliser pour un peu tester, ou qu'est-ce qui existe comme, Absolument. au-delà des démos. Vous pouvez tester notre solution directement sur notre site. Vous mettez watsonix.gouvernance et vous avez un essai gratuit, donc qui est Ok, limité bien sûr en termes de ressources, mais qui va pouvoir mhm, nous permettre bien déjà sûr, de de tester se toute la solution. familiariser. C'est ça. Ok, chouette cadeau de Noël. Ok, super. Bon, ça va. Merci beaucoup en tout cas pour votre temps. Merci à vous, Eric. Merci Très à bon vous. après-midi. Vous aussi, Merci. au revoir. Également. Au revoir. Je pense qu'on est arrivé au terme de notre présentation, Alice. Merci beaucoup. Excellente présentation, beaucoup de succès. Et puis, à suivre. Salut, au revoir. Au revoir.